Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter ensemble l'actualité politique, économique et surtout financière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir par Stéphane Déo, tout d'abord responsable de la stratégie de marché chez Ostrum. Bonjour Stéphane Déo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Céline Picmal-Prade. Bonjour Céline Picmal-Prade. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes présidente de Picmal Houghton Investment et nous avons le plaisir d'être accompagnés aussi par Nicolas Forest. Bonjour Nicolas Forest. Bonjour. Vous êtes Global Head of Fixed Income chez Candriam. On va commenter ensemble l'actualité financière. On va commencer avec vous, Stéphane Déo. On l'a mentionné dans Tendance, mon ami. On aurait pu s'attendre à un changement de politique monétaire de la Banque centrale japonaise. En tout cas, si on regardait le marché s'y attendait, pensant que ce dernier bastion finalement de la politique accommodante céderait aux pressions inflationnistes dans le pays. Finalement, ça n'est pas arrivé. Que faut-il en conclure? Que faut-il comprendre, Stéphane Déo? Alors, il faudrait expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les banques centrales, depuis une petite dizaine d'années, font beaucoup de QE. C'est-à-dire qu'ils achètent des papiers pour faire descendre les taux d'intérêt. En fait, vous avez deux façons de faire du QE. Il y a la façon Fed, BCE, qui est de dire « je vais acheter tant de milliards tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois ». Et donc, ils fixent les volumes. Et donc, le marché s'ajuste sur le prix. La Banque du Japon fait différemment. Elle dit « moi, je veux des taux à tel niveau ». Et donc, j'achèterai tout ce qu'il faut acheter. Donc, elle fixe le prix, le taux d'intérêt, et c'est le marché qui va lui donner des volumes. Ce qui s'est passé en décembre, c'est que la Banque du Japon a augmenté son taux plafond. Elle était à 0,25 sur le 10 ans japonais, elle est passée à 0,50. Alors évidemment, la première question que le marché a posée, c'est vous passez à 0,50, quand est-ce que vous passerez à 0,75, quand est-ce que vous passerez à 1? Et comment le marché pose la question? En balançant énormément de papier. On a battu lundi le record historique de rachat de papier par la Banque du Japon. D'accord. Record qui tenait de la veille, c'est-à-dire le vendredi précédent, qui lui aussi était très très supérieur à ce qu'on avait vu avant. Donc en gros, le marché s'est dit, ça y est, ils vont lâcher, et donc on leur vend énormément de papier. Je pense que la situation n'est pas tenable. Tout simplement parce que la Banque du Japon s'est mise dans une situation où le marché n'y croit pas vraiment. Vous avez les taux sur les emprunts japonais qui sont donc plafonnés à 0,5. Par contre, vous avez les swaps, c'est-à-dire le prix des taux d'intérêt interbanques qui, eux, ne sont pas plafonnés puisque la Banque du Japon n'agit pas. Bien sûr. Là, on a touché 1% cette semaine. Donc le marché, très clairement, dit ce 0,5, il n'est pas tenable. Vous allez être obligé à un moment donné de jeter l'éponge. Pour autant, ce n'est pas ce que fait la Banque du Japon cette nuit. Oui. Après, il ne faut pas aller plus vite que la musique. On s'attendait à ce que la Banque du Japon passe de 0,25 de plafond à 0,50. Mais à peu près tout le monde s'attendait à ce que ce soit quelque part sur le premier trimestre, voire début deuxième trimestre cette année. Ils ont été plus rapides, ils l'ont fait dès décembre, ce qui est, une fois de plus, le pas n'est pas une surprise, le timing l'est, c'est un peu plus tôt qu'avant. Donc là, on était en train de dire ils vont faire 25 points de base tous les mois. On pensait que la dynamique était enclenchée, qu'on allait retrouver finalement des rythmes qu'on a l'habitude d'avoir au sein de la Fed ou la BCE. Ça n'est pas le cas finalement, mais parce que le fonctionnement est différent. Oui, tout à fait. Et puis parce qu'il n'y a pas besoin de remonter les taux si rapidement que ça. Donc je pense que le prochain pas est quasiment inéluctable. Après, sur le timing, ils ne sont pas à un mois ou deux près. Mais pour aller plus loin... Ce point est vraiment très important. C'est-à-dire que le Japon, ça paraît exotique, les taux sont très bas, il y a très peu d'investisseurs. Mais il faut rappeler que le Japon est le premier créditeur mondial. Il possède, par exemple, les investisseurs japonais ont plus de 1000 milliards de treasuries. C'est plus que la Chine. Donc si, à un moment donné, les taux japonais venaient à monter plus et plus vite, vous avez une alternative forcément. Et donc il y a un risque que les investisseurs japonais vendent leurs treasuries et leur OAT et leur BTP et leur Bund, etc. et rentrent à la maison. Et donc l'impact sur nos marchés peut être très très important. C'est pour ça que ce sujet-là, qui paraît exotique, parce que c'est très loin, le Japon, il y a très peu de nos auditeurs, je pense, qui sont investis directement au Japon. Oui, c'est sûr. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs, mais oui. Mais l'effet sur les marchés européens et américains peut être vraiment très très important si la Banque du Japon venait à aller beaucoup trop vite.
Céline Pic-Malprade, toujours sur cette décision de politique monétaire donc de la Banque centrale japonaise, ce qui nous amènera à évoquer les autres banques centrales. Vous avez été surprise par ce maintien finalement de politique monétaire, alors qu'on pouvait lire avant un certain nombre d'observateurs, de commentateurs, que la Banque centrale japonaise devrait normalement, ou en tout cas on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un changement? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane à l'instant. Et il faut remettre également les choses en perspective. Le Japon, c'est quand même un pays qui a vécu en déflation pendant très longtemps. Donc, on a des problématiques. Alors, je vous invite peut-être à pousser un petit peu votre micro pour qu'on vous entende bien, plutôt vers l'arrière. Oui, voilà, parfait, c'est parfait. Non, donc effectivement, c'est un pays qui, depuis 40 ans, se bat avec la déflation. Donc là, on a eu depuis une inflation qui a un peu augmenté à 3,7%. Donc effectivement, ça peut être vu pour nous comme une mauvaise nouvelle. Pour eux, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. D'accord. On a vu qu'ils étaient englués dans cette problématique depuis longtemps. Maintenant, la probabilité effectivement qu'on arrive au bout du chemin pour la Bank of Japan est importante. Donc la probabilité qu'on ait un affaissement du yen supplémentaire compte tenu du niveau actuel du yen est faible. Donc on a une probabilité plus importante d'avoir un redressement du yen par rapport aux autres devises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bourse japonaise qui est très exposée à la Chine. Et la grande surprise quand même de ce début d'année et de cette fin d'année 2022, ça a été la réouverture de la Chine. Et on voit qu'il y a un nouveau poumon qui est en train de s'ouvrir pour le monde, avec potentiellement une croissance supérieure à ce qu'on avait anticipé. Et le pays qui est le plus exposé à la croissance chinoise, c'est le Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché japonais a été extrêmement délaissé au cours des dernières années. Et donc aujourd'hui, on a la combinaison potentiellement d'une revalorisation de la devise et d'une revalorisation des actions japonaises, ce qui rend ce marché particulièrement intéressant. Et on voit qu'on a des sociétés aujourd'hui qui traitent à des multiples extrêmement attractifs, des sociétés domestiques, mais également des sociétés exportatrices. Je pense par exemple à un Fanuc qui est leader des machines-outils. Je crois que je ne l'avais pas vu aussi bas depuis le tsunami de 2011. Et pourtant, lors du tsunami de 2011, la bourse japonaise avait beaucoup baissé. Donc, il me semble que ce marché japonais est aujourd'hui un marché intéressant dans un environnement qui peut être un petit peu plus complexe ailleurs, notamment aux États-Unis, où on a des incertitudes, mais on en parlera sûrement beaucoup plus tout à l'heure. Si je reviens sur cette décision de Banque centrale, si la Banque centrale japonaise devait être moins accommodante dans les mois qui viennent, est-ce que ce que vous venez de nous décrire comme marché japonais devrait être se complexifier un petit peu également ? Je pense pas. Je pense que effectivement, le marché est toujours là pour anticiper. On anticipe déjà qu'il va y avoir un changement de politique de ce côté-là. Quelque part, ça va plutôt rassurer le marché que finalement on reprenne un petit peu le contrôle et qu'on ne parte pas dans une inflation non contrôlée. Et je pense que à l'inverse, on devrait avoir un repositionnement des investisseurs étrangers sur ce marché, sachant que je pense que la grosse problématique qu'on va avoir pour 2023, ça va être la progression des bénéfices. Je pense que 2022, d'ailleurs, je trouve que c'était assez fascinant d'écouter les nouvelles tout à l'heure de la personne qui a parlé avant nous. On n'a parlé que de banque centrale. Donc on ne parle plus que de macroéconomie. C'est intéressant, mais pour les marchés financiers, il y a bien entendu les taux d'intérêt. Mais il y a également un autre moteur qui est les bénéfices d'entreprises. Bien sûr, mais il se trouve que depuis 2 ans, la boussole, c'est les banques centrales. En 2022, on s'est fait complètement secouer parce que personne n'avait anticipé les mouvements sur les taux d'intérêt et le resserrement de la liquidité. Ça, maintenant, c'est bien intégré. Donc, les valorisations ont été secouées. Maintenant, en 2023, la question qui va se poser, c'est où est-ce qu'on va avoir de la croissance de bénéfices ? Et c'est là qu'il va falloir être attentif et sortir les bons dossiers et faire le distinguo entre les bons et les mauvais. Et à mon sens, c'est ça qui devrait être le moteur de l'année 2023, puisqu'on n'aura plus ce moteur qui vient des banques centrales et qui vient des mouvements sur les taux d'intérêt. Donc beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus fin. Et ce qui est intéressant quand même pour nous en tant qu'investisseurs, c'est que le marché est massivement positionné sur une géographie, les États-Unis, puisqu'un indice action internationale aujourd'hui, c'est 57% les États-Unis. Donc c'est énorme. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on était peut-être à 35%, 36% sur les États-Unis. Donc on a une expansion massive des États-Unis dans un panier d'actions internationales. Et l'autre secteur, quand on regarde d'un point de vue sectoriel, qui a massivement explosé, c'est la technologie. Donc la technologie, on parlait tout à l'heure de Microsoft qui licencie 10 000 personnes, 5% de ses salariés, Amazon qui licencie, etc. Je ne suis pas certaine que ça indique une progression de bénéfices à venir qui va être extrêmement élevée. On risque d'être plutôt dans un environnement compliqué. Donc on risque d'avoir d'un côté
les États-Unis, de l'autre côté le reste du monde, d'un côté la technologie, de l'autre côté les autres secteurs. Et c'est ça qui rend notre métier aujourd'hui intéressant et notre travail d'investisseur passionnant. Voilà. Nicolas Forest, avant de rentrer effectivement dans tous ces sujets action, sujet réouverture de la Chine, peut-être si on reste sur ce sujet japonais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, comme nous le dit Stéphane Déo, ça se passe loin de nous, mais en même temps, ça a des incidences, on s'en rend compte, sur nos gestions quotidiennes. Oui. Enfin, sur vos gestions quotidiennes. Vous avez déjà tout dit, je ne vais pas rajouter tellement d'éléments. Le premier point quand même, c'est que l'inflation japonaise est quand même assez élevée. Et j'ai oublié le nom de cette entreprise, mais qui détient notamment Uniqlo. Vous savez, les Bien sûr, oui. Merci. Qui a décidé d'augmenter les salaires de tous ses collaborateurs de 10%. 10%. C'est pas mal. Donc, on a eu, en général, je pense, une forte remontée de l'inflation totale, headline, dans le monde en 2022. Et on voit bien qu'il y a un glissement sur l'inflation, avec peut-être moins d'inflation headline, parce qu'on en reparlera, les effets d'énergie baissent, et donc l'inflation totale pourrait baisser. Mais on a quand même une augmentation des salaires un peu partout. Donc, quand même, si les salaires montent au Japon, avec une inflation qui est quand même assez élevée pour les Japonais, la position de la Banque du Japon, elle n'est pas vraiment tenable. Et ces achats qu'ils font tous les jours n'est pas tenable. Ça n'a pas de sens. Donc, il va bien falloir sortir de ça. Et je pense qu'en 2023, ça va être sans aucun doute une option. Le deuxième point, c'est que Kuroda, si mes calculs sont bons, ça fait presque 10 ans qu'il est gouverneur. Et il part en avril. Et il part en avril. Oui. Donc je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il va laisser ça Il à son laissera, successeur. d'accord. Ouais. Vous savez, parfois, c'est plus facile de demander à son successeur de traiter les problèmes qu'on n'a pas su résoudre soi-même. Donc je vois pas. Enfin, je sais pas. Ça pourrait venir expliquer l'attentisme sur le sujet de la Banque centrale japonaise. Je sais pas. Ou peut-être qu'il y a quand même, je pense, un aspect politique de succession de Kuroda qui est quand même certainement important. Voir un peu où est-ce qu'il va préparer le terrain ou pas. Mais ça, c'est un point que je rajouterai un peu à ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit jusqu'ici. Et le dernier point que je voulais dire, et je rejoins évidemment, le grand point qui peut faire tout ajuster, c'est le yen. Parce que le yen, en fait, en devise, si vous regardez une parité des pouvoirs d'achat, si vous regardez une vision un peu long terme, est quand même super pas cher, cheap. Donc il y a vraiment un potentiel de rebond de la devise japonaise qui pourrait avoir lieu si on a une banque centrale qui change un peu son fusil d'épaule. Et en effet, la devise japonaise pourrait retrouver des couleurs, notamment par rapport au dollar américain. Bon, alors je vous propose de continuer un petit peu sur les banques centrales. Céline, on ira sur des sujets actions un petit peu plus tard. On va continuer un tout petit peu sur les banques centrales, peut-être toujours avec vous, Nicolas Forest. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la BCE, j'ai envie de vous parler de la BCE parce que j'ai envie de commenter quand même un petit peu ce chiffre d'inflation pour le mois de décembre, plus 9,2%. Donc, 9,2% d'inflation au mois de décembre. On peut se poser la question de savoir si le pic d'inflation est déjà passé. Mais alors effectivement, on parle d'un point de vue global. On prend en compte effectivement l'impact des prix de l'énergie qui, du fait de la réouverture de la Chine, a connu un petit souffle. En tout cas, ça a donné un petit peu de souffle à ces hausses de prix. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE, sachant que les messages qui nous parviennent sont un peu discordants. D'un côté, on entend Philippe Lane qui nous dit qu'il faut augmenter quoi qu'il arrive, et de l'autre, on a François Villeroy. Oui, exactement, Villeroy de Gallo. Oui. Bon, alors, je vais commenter après les commentaires des Bien banques sûr, centrales. oui. Sur l'inflation, je vais dire un peu des tartes à la crème que tout le monde connaît, mais quand même rappeler que l'inflation européenne, c'est pas la même inflation que l'inflation américaine ou que le modèle chinois. Chaque économie a eu, je dirais, des chocs différents. On a une inflation qui est plutôt liée à la demande aux États-Unis, avec vraiment une hausse des salaires et on a vu vraiment aussi une forte remontée de l'inflation corps. En Europe, l'Europe a quand même été principalement victime d'un choc d'offres lié au fait simplement de la forte hausse des prix du gaz. Et donc, cette inflation-là, elle est en train de refluer, puisqu'évidemment, le gaz, quand vous regardez là, ça dépend de comment vous regardez, quel prix, quel contrat. Mais sur un glissement annuel, on n'est plus du tout en territoire positif. On est revenu quasiment flat sur l'évolution de certains contrats de prix du gaz, qui fait qu'en effet, je dirais que l'inflation totale européenne devrait baisser et la composante énergie y sera pour beaucoup. Mais, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments dans l'inflation européenne qui indiquent quand même qu'il y a des effets de second tour, et on voit
beaucoup d'éléments sur le panier de l'inflation qui progresse, notamment les prix de la nourriture que tout le monde constate au quotidien. Avant même les effets de second tour, si on reste sur le sujet énergie, alors effectivement, là, on a des prix du gaz qui baissent, mais on a quand même un grand pays qui rouvre, qui s'appelle la Chine, qui aujourd'hui a du stock, qu'on aura peut-être moins demain. Est-ce que du coup, il faut s'attendre à ce que... Bien sûr, ça c'est une question de séquence. C'est notamment quand vous êtes un investisseur de marché, c'est la question de séquence. C'est-à-dire qu'il faut timer un peu vos investissements. Aujourd'hui, ce que le grand game changer, le grand changement entre la réunion de décembre où Christine Lagarde a surpris tout le monde avec une espèce d'agressivité qu'on ne lui connaissait pas, et maintenant, c'est que le prix du gaz s'est effondré. Et donc, pour comprendre les banques centrales et pour comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure sur les prévisions du FMI ou de la Banque mondiale, et tous ces gens étaient très inquiets. Et là, maintenant, tout le monde est en train de dire, finalement, ce qu'a dit aussi le Premier ministre allemand, finalement... la récession qu'on prévoyait, oui, c'est ça. D'ailleurs, tous les économistes, en décembre, c'était la fin du monde. Et là, en Europe, on se dit, finalement, on peut éviter la récession. En même temps, il faut une pichenette pour être en récession en Europe, puisque la croissance potentielle est très faible. Et donc, on peut facilement tomber d'un côté ou de l'autre de la pièce. Donc, l'inflation totale, elle va quand même baisser dans un premier temps. Effectivement, si la Chine rouvre et que la demande de matières premières repart à la hausse, ça peut faire repartir l'inflation. Donc, le point d'atterrissage de l'inflation, où ira l'inflation fin d'année, c'est très difficile. Elle va baisser jusqu'à quel niveau? Et ça, on peut en discuter. Mais donc, l'inflation baisse, et c'est quand même un vrai changement pour les investisseurs qui explique la baisse des taux d'intérêt et qui explique, au-delà de ce que vous avez dit, malgré tout, les banques centrales et les taux d'intérêt ont beaucoup d'impact aussi sur les classes d'actifs risqués, puisque tout performe en même temps, les taux baissent et les actions montent, parce qu'effectivement, on se dit moins d'inflation, donc moins de hausse de taux. Et pour revenir à votre question sur la Banque centrale, je pense que la Banque centrale européenne fera 50 points. D'accord. Donc, donc plus que ce que le marché prévoit aujourd'hui. Non, il y a un peu de... ça dépend ce que vous regardez. Il y a un peu de friture sur la ligne, comme on peut dire. Christine Lagarde ne montre pas finalement... Enfin, je pense quelle capacité elle a à tenir un consensus, c'est clairement pas Mario Draghi. François Villeroy de Galhau, il aime beaucoup parler. Il parle il y a un peu de discussion, mais je pense que ça serait quand même assez bizarre qu'après un discours aussi au quiche au mois de décembre, elle fasse que 25 points au prochain meeting. Donc je pense qu'elle fera les 50 points. Néanmoins, quel est le taux final de la hausse de taux de la BCE? Moi, je ne vois pas tellement au-dessus de 3%. Certains pensaient 3,25, mais je pense bien qu'elle devrait s'arrêter à 3%. Et si ça s'arrête là, eh bien, ça ouvre quand même une fenêtre de respiration. Pas forcément des baisses tout de suite, mais ça ouvre une fenêtre de respiration. Et les déclarations un peu dans tous les sens des banques centrales, ça montre qu'eux-mêmes sont dans une situation délicate. Et je pense qu'il y a deux raisons pour cela. Un, la baisse des prix du gaz, la baisse de l'énergie, qui rend très difficile les anticipations d'inflation, puisqu'ils se sont tous trompés, c'est très difficile. Bien sûr, oui. Et deux, la Banque centrale, elle est quand même data dependent. C'est-à-dire qu'avant de monter plus les taux, elle voudrait quand même voir quel est l'impact de ces premières hausses de taux sur l'économie, notamment par exemple sur le marché immobilier ou sur les entreprises. Est-ce que l'Europe peut absorber des hausses de taux? Je vous rappelle encore qu'il y a encore peu de temps, cet été, quand on parlait des premières hausses de taux, on était dans le stress de l'inquiétude sur les marchés périphériques avec une hausse des taux italiens, et on a mis un outil anti-fragmentation parce qu'on s'inquiétait de la hausse de taux de la Banque centrale européenne et de son impact sur les États périphériques. On voit pour l'instant que ça tient très bien. Donc la Banque centrale, elle doit aussi regarder l'impact de ces hausses de taux sur l'économie et les marchés pour être plus à l'aise, pour éventuellement remonter. Stéphane Déo, j'ai envie de vous poser la question de manière un peu provocatrice pour regarder effectivement tout ce qu'on s'est dit sous un autre angle. Un dégonflement des prix de l'énergie suffirait-il à régler une partie du problème ? Non, pas du tout. Si on regarde l'inflation qui a été publiée ce matin en Europe, on a tous les détails. Donc, moi, donc on va regarder. Donc j'ai regardé. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, les prix de l'énergie baissent. C'est-à-dire que si vous regardez le niveau en décembre, on est en dessous de là où on était en novembre, qui lui-même était en dessous du niveau d'octobre. Donc il y avait une baisse des prix de l'énergie. Si vous regardez tout le reste, ça monte. Donc l'inflation accélère dans l'alimentaire, dans les services et dans les biens hors énergie. Donc je pense que le pic de l'inflation, on l'a passé, très clairement, justement parce qu'il y a des effets sur l'énergie qui étaient colossaux et qui sont en train de diminuer. La vraie question, c'est où est-ce qu'on a tiré. Moi, ce que je vois, c'est, d'une part, je pense qu'il est maintenant assez indiscutable qu'il y a des effets de second rang. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez quand même 75%
des secteurs qui ont une inflation au-dessus de 3% à l'heure actuelle. Donc, vous avez quand vous achetez quelque chose, vous avez les 3/4 de la proportion qui est 3% au-dessus de l'année dernière. Donc, ça s'est diffusé sur énormément de secteurs. Et puis, on a des salaires qui commencent à glisser vers le haut. Et ça, c'est plus du tout la même histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis une éternité. Alors, entre économistes, on s'est beaucoup chamaillé en début d'année. Là, on se chamaille moins parce que je pense qu'il est clair pour tout le monde qu'effectivement, il y a des salaires qui montent. Alors, on n'est pas dans les années 70, on n'est pas à 10%. Mais si je vous donne 4% de pression salariale, et on est au-dessus à l'heure actuelle, 1% de productivité en étant très généreux, ça vous fait des coûts salariaux à 3%. Bon, mais 3%, ça veut dire que c'est un peu le plancher pour l'inflation. Et c'est un peu ce qu'on a en tête, nous, c'est-à-dire on peut avoir paradoxalement une inflation qui baisse très très vite. D'accord, oui. Mais qui part de 9%, voire de 10%. Donc, vous pouvez aller à 5 très rapidement, donc vous faites 10, parce qu'on était à 10 en novembre. Oui, bien sûr. Vous faites 10, 5 d'ici cet été. Mais après, pour aller en dessous, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a une dynamique de marché que je trouve intéressante parce que le marché, en ce moment, on veut voir que les bonnes nouvelles, s'excite beaucoup sur ces baisses d'inflation. Très bien. Nous, honnêtement, ça ne nous surprend pas énormément. Par contre, la vraie question, c'est à partir de cet été, quand on sera à 5 et qu'on n'arrivera plus à baisser beaucoup plus vite, beaucoup plus bas, comment va réagir le marché ? Parce que là, on ne va plus pouvoir pricer des baisses de taux de la Fed, de la BCE et se dire c'est fini, il n'y a plus d'inflation. Donc je pense qu'il va y avoir un petit moment de réveil. Et vous voyez, le vrai sujet pour moi, il n'est pas sur la dynamique à court terme, qui sera, je pense, là c'est indubitable, il va y avoir des baisses très très rapides de l'inflation. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on se stabilise et à quel niveau ? Parce que on sera loin de 2, je pense. Parce que des hausses de salaire, ça vient loquer quelque part l'inflation, mais quel que soit le marché du travail, parce que là on parle au niveau européen, alors effectivement on a l'exemple français, mais il y a d'autres typologies de marché de travail aussi au sein de la zone euro. Ça ne changera rien, ça, pour le coup ? Si vous voulez... Alors, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que l'inflation salariale allait progresser. J'avais un magnifique modèle qui me disait fin 2022, on sera à 4%. Complètement faux, on y était dès le deuxième trimestre de l'année. Donc même les gens très bullish ou positifs comme moi étaient complètement trop tard. Bon, bref. Pourquoi je voyais des salaires qui montaient ? En fait, il faut se poser 3 questions pour comprendre l'évolution des salaires. La première, c'est le taux de chômage. Parce que quand vous avez un taux de chômage qui est très bas, c'est l'employé qui a le pouvoir de négociation. Bien sûr, oui. Or, à l'heure actuelle, on est au plus bas historique. Vous avez une enquête de l'INSEE qui dit que les 2/3 des entreprises dans l'industrie en France ne peuvent pas recruter, donc le pouvoir de négociation, on sait où il est. Le deuxième argument, c'est évidemment l'inflation. Vous ne négociez pas pareil vos salaires quand l'inflation est à 0 et quand elle est à 10%. Et le troisième point, c'est les bénéfices des entreprises. Parce que mon histoire de pouvoir de négociation, c'est bien gentil, mais si votre entreprise faut pouvoir les payer, les salaires. Oui. Voilà. Bon. Là, les entreprises, elles ont des marges, elles sont plutôt confortables pour l'instant. Donc, vous voyez, vous avez tous les ingrédients pour avoir des pressions salariales. Une fois de plus, je ne vous dis pas qu'on va aller à 10, à 15%, mais qu'on se stabilise sur du 4-5, ce n'est pas du tout aberrant. Et donc, vous avez un effet plancher, un effet mémoire sur l'inflation qui empêche l'inflation de redescendre gentiment sur le 2% que vise la BCE, la Fed. Et donc, ça va prendre un peu plus de temps, je pense, qu'attendu. Donc, le sujet n'est plus tellement le pic, mais est-ce qu'on arrivera à redescendre suffisamment sur cette inflation en zone euro ? On peut peut-être continuer avec vous, Céline Picmal-Prade. Alors, peut-être un commentaire sur une politique banque centrale avant de regarder un petit peu le comportement des marchés. Je lisais, moi, que la hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE était actée. Nicolas Forest nous parle plutôt de 50 points de base. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette prochaine réunion de politique monétaire de la BCE ? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit à l'instant. D'accord. Moi, je pense qu'effectivement... c'est consensuel. On est dans un environnement de resserrement monétaire. Oui. On est dans un environnement où il y a toujours de l'inflation. On est dans un environnement où, pour l'instant, il n'y a pas de pivot. Et là où je suis un petit peu étonnée, c'est quand j'entends le marché qui me dit on va avoir un pivot au deuxième semestre. Oui. Je pense que c'est un tout petit peu optimiste parce qu'effectivement, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a une inflation sous-jacente dont on ne connaît pas l'ampleur. Et à mon sens, il y a un énorme tremblement de terre qui a eu lieu à partir de 2020,
qui est un petit peu la réplique de ce qu'on a eu en 2000. En 2000, on a la Chine qui rentre dans l'OMC. Et donc, on a la capacité pour toutes les entreprises du monde entier de se dire, plutôt que d'aller produire dans mon usine dans le Jura, je vais aller produire dans une usine au fin fond de la Chine. Bien sûr. Et après, ça va me coûter beaucoup moins cher. Je vais profiter d'une main-d'œuvre peu chère et je vais rapatrier tous ces biens chez moi. Et donc, on a eu une déflation en fait importée massive. À partir de 2020 et la crise du Covid, que s'est-il passé ? On s'est aperçu que finalement, Produire chez soi. produire à l'étranger, ça pouvait être un petit peu compliqué. Parce qu'on s'est retrouvé sans masque, on s'est retrouvé cet hiver sans antibiotiques, on s'est retrouvé avec des problématiques énergétiques. Et donc on s'est dit, eh bien maintenant, d'un point de vue stratégique, il faut qu'on produise chez nous. Et d'un point de vue politique, on ne sait pas si demain, la Chine sera notre allié ou notre ennemi. On a vu que la Russie pouvait basculer du jour au lendemain. Donc on a une problématique géopolitique qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on avait il y a 20 ans, où on avait connu la chute du mur de Berlin et donc un monde un petit peu bisounours, où tout le monde était ami. Les choses se sont complexifiées. Donc après le choc de globalisation, on est en train de vivre un choc de rabougrissement, de resserrement, chacun sur son terrain, avec un électorat qui appelle à un vote de plus en plus populiste. Et les votes populistes, on l'a vu avec le Brexit, c'est on se resserre chez soi. Tout ça n'est pas très positif pour faire baisser l'inflation. Parce que quand je relocalise mes usines, eh bien, ça coûte plus cher. Voilà. Donc on a un phénomène quand même qui est en train de s'ancrer, qui est très différent de celui qu'on a pu connaître en temps ancien depuis de très nombreuses années. Et donc, il va falloir qu'on sache, du coup, effectivement, où est-ce qu'on atterrit. Mais on risque d'atterrir plus haut que ce qu'on anticipe. Et en tous les cas, ça risque de complexifier ce pivot qu'on attend tous de réinjection de liquidités dans le marché. Parce que, comme on le sait, les marchés, après, ils sont portés par la liquidité. Mais aujourd'hui, est-ce que les banques centrales vont être en capacité de réinjecter la liquidité ? Je pense que ça risque d'être plus compliqué que ce qu'on pense. Alors qu'effectivement, à l'opposé, on va avoir des marchés comme le marché chinois sur lequel il n'y a pas de problème de liquidité, puisque vous n'avez pas de problème d'inflation. Donc on risque d'avoir des parties, je parlais tout à l'heure des différentes parties du monde, il faut quand même qu'on sorte un petit peu de notre prisme local pour voir les choses de façon plus large et se dire... La situation, comme le disait tout à l'heure Nicolas, elle ne va pas être homogène partout. Et c'est ça qui va être intéressant à partir de 2023. Voilà. Il va falloir appréhender les choses avec du recul, en ayant en tête que tout miser sur le pivot de la Fed, c'est sûrement très optimiste. Et qu'il va falloir chercher de l'autre côté. Et la problématique que j'ai avec cette inflation peut-être plus structurelle, c'est que du côté des bénéfices d'entreprise, ça va peser là aussi. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière en 2000 chez McKinsey. Quand j'allais voir une entreprise, je lui disais... C'est parfait, vous allez réduire vos coûts avec votre usine à l'étranger. Aujourd'hui, je suis en 2023, est-ce que je vais dire la même chose à une... Non. Oui, bien sûr. Et je parle à beaucoup d'entreprises qui m'expliquent qu'elles sont en train d'ouvrir des usines dans le Texas, et elles sont en train d'ouvrir des usines en Europe de l'Est. C'est très bien, mais c'est plus cher. Voilà. Donc ça va peser sur les marges d'entreprise. On parlait des salaires tout à l'heure, ça va peser aussi. Donc on ne pourra pas tout avoir. On ne va pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, ça ne marchera pas. Et pour autant, on a un CAC 40 qui actuellement est aux environs des 7100 points. Donc on a des marchés qui applaudissent avec près de un peu moins de 10% de hausse depuis le 1er janvier. Donc il y aura effectivement, peut-être que dans cette poche du CAC 40, il y a des sociétés qui augmentent, enfin qui voient leur cours de bourse augmenter à bon escient parce qu'il va y avoir des surprises du point de vue de leurs profits, mais d'autres qui peut-être vont décevoir. Et c'est là que ça sera intéressant de voir qui délivre des croissances supérieures, qui profitent en fait, parce qu'il y a des gens, il y a des entreprises qui vont profiter de cet environnement-là qui est en train d'être totalement nouveau. J'ai écouté l'interview de Olaf Scholz, qui a parlé, le chancelier allemand, ce week-end. Il expliquait, nous sommes en train de connaître une révolution industrielle comme on n'en a pas connue depuis la fin du 19e siècle. On a eu une première révolution industrielle, une deuxième à la fin du 19e siècle avec l'arrivée de l'automobile, l'électricité, le pétrole. Et aujourd'hui, la révolution industrielle, c'est l'arrivée des nouvelles sources d'énergie, l'éolien, le solaire, les voitures électriques. Donc c'est une révolution. Et cette révolution, comme il le disait très justement, elle va entraîner des dépenses d'investissement massives. L'Agence internationale de l'énergie attend une multiplication par 2,5 des dépenses d'investissement pour se mettre dans ce nouvel environnement énergétique. Et donc il y a des entreprises qui sont peut-être dans celles qui ont progressé depuis le début de l'année, qui vont profiter de ce nouvel environnement. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont
en pâtir et en souffrir. Donc c'est là où... Attention à l'excès d'optimisme, c'est ce que vous nous dites, ou en tout cas... On peut être optimiste, mais peut-être pas surtout. Voilà, il faut faire attention. Nicolas Forest, sur ce niveau de marché actuellement, c'est vrai qu'on est 7080, 7100 points à l'heure où on se parle. Comment on explique une telle progression depuis le début de l'année ? Bon, alors, il y a plein de choses qui ont été dites. Pour répondre à votre question, il y a deux chocs positifs qui ont surpris toutes les anti-actions. C'est la baisse du prix du gaz et la réouverture de la Chine. Bien sûr. C'est les deux chocs qui sont deux chocs majeurs et qui font que finalement, on a un marché qui commence en fanfare. Après une année catastrophique, parce que aussi, sur la performance d'un portefeuille agrégé, c'est la pire année depuis 2008. Fondamentalement, quand même, on a une corrélation qui reste extrêmement forte entre les actifs obligataires et les actifs actions. Moi, je suis responsable obligataire, donc il faut bien que je revienne sur mon territoire, bien sûr, que je maîtrise plus les actifs obligataires. Je peux vous poser la question autrement. Est-ce que les marchés de taux inquiètent-ils aujourd'hui ? Enfin, on y voit une grande détente pour le coup. Voilà, tout performe, tout performe et tout est corrélé. Parce que fondamentalement, les gens se disent en effet, il y a moins d'inflation, les banques centrales sont un peu plus relax. Et donc, ça ouvre un peu des perspectives. Et si la Chine rouvre et si la croissance est un peu mieux, voilà. Alors, je rejoins ce qui a été dit, c'est que fondamentalement, si les banques centrales ne baissent pas les taux en 2023 et doivent maintenir un niveau suffisamment élevé de taux d'intérêt pour faire baisser, ralentir l'économie, eh bien oui, le marché est sans doute un petit peu optimiste. Je rejoins ce que vous dites. Si on regarde par exemple le marché du crédit, que je suis, par exemple, le marché du crédit à haut rendement, avec les entreprises qui sont un petit peu de moins bonne qualité, ça performe très bien. Mais à un moment donné, on commence à voir, et c'est que le début, des entreprises qui vont se faire downgrader et la réapparition de taux de défaut en Europe et aux États-Unis. Donc, voilà, là, on est dans de la dentelle pour la politique monétaire, c'est pas évident. Aujourd'hui, il y a des effets stabilisateurs qui font que ces deux éléments-là, non seulement font baisser l'inflation, mais c'est le monde parfait où l'inflation est un peu plus basse et la croissance un peu plus élevée. Mais ce monde-là parfait, il ne va pas sans doute perdurer. Et du côté obligataire, bon, on va suivre. Maintenant, si je parle juste du point de vue obligataire, on a connu des années, je dirais, de famine de taux d'intérêt. On n'avait aucun yield, aucun rendement. Bien sûr. Là, on a une bouffée d'oxygène. Donc, reste clairement super attractif d'acheter des obligations, notamment de qualité, crédit de bonne qualité ou des obligations souveraines. Ça offre vraiment des belles perspectives. Mais par rapport au niveau général des actifs risqués, ça peut continuer encore. Ça peut continuer parce que les gens sont tous surpris. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à beaucoup d'une performance aussi importante. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient mais qui n'ont pas été si longs que ça. Donc, même les gens qui disent « moi j'étais positif », ils ne sont pas longs en masse des actions européennes. Parce que les actions européennes, leur performance a surpris. Donc voilà, ça peut surprendre. Du côté obligataire aussi, on s'attendait à beaucoup d'émissions. Il y a eu beaucoup d'émissions de bonne qualité, très peu d'émissions à yield. Et du côté des émissions à venir, des émissions étatiques, pour faire le lien avec ce que vous avez dit, Olaf Scholz, qui disait que le plan de 200 milliards qu'ils avaient prévu, le fameux plan de 200 milliards qu'ils avaient prévu de façon, en 2022, un peu stand-alone, finalement, ils ne vont pas faire les 200 milliards. Et finalement, la dette qui va sans doute être émise, ça sera peut-être moins une dette allemande qu'une dette européenne. Donc ça change beaucoup. Donc il va falloir être très attentif et certainement encore de la volatilité. Mais pour l'instant, je dois dire quand même que je ne vois pas de raison que ça déraille à court terme. Stéphane Déo, sur ce niveau de marché, sur cet optimisme, voire cette euphorie de début d'année sur les marchés financiers, est-ce que c'est un peu trop d'optimisme en ce début d'année ou... Ouais, moi, la façon dont je vois les choses, je pense qu'il y a trois éléments. Le premier élément, c'est on a des révisions à la hausse du consensus à l'heure actuelle. Alors, il ne faut pas s'exciter. On était à moins 0,1 sur le PIB de la zone euro, on passe à 0. Donc, ce n'est pas extraordinaire, mais au moins, ça glisse vers le bon niveau. Je pense que le consensus était très clairement beaucoup trop bas, et bon, ça fait un moment qu'on le dit. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on parle souvent de quel est mon scénario, quel est le scénario central. Moi, le débat que j'avais, par exemple, avec les gérants sur le crédit de mauvaise qualité il y a 1 mois ou 2 mois, c'était oui, effectivement, le consensus est trop pessimiste, la récession sera très mineure,
Mais il y a la probabilité qu'il y ait un accident et qu'on ait un hiver rude et que... Bien sûr, oui. Bon, ce scénario alternatif, scénario catastrophe, il est en train de converger vers une probabilité zéro. Donc en termes de risque, ce n'est pas du tout la même chose. Donc en termes de prime de risque, vous ne demandez pas du tout la même prime de risque si vous dites mon scénario central est le même, mais mon scénario alternatif disparaît. Et donc si la prime de risque baisse, les actifs risqués montent, tout simplement. Et c'est marrant parce que cette histoire de... Alors on s'est chamaillé pendant plusieurs mois, ils me disaient non, il y a un risque que l'économie s'effondre. On ne l'a plus du tout, cette discussion. Alors c'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais on ne l'a plus du tout. Et donc forcément, si vous avez moins peur, vous prenez moins de primes de risque et donc les actifs risqués montent. Puis le dernier point, c'est que oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont raté la marche. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai un indicateur du bêta des hedge funds. C'est-à-dire, je regarde les hedge funds, comment ils réagissent par rapport au marché. S'ils surréagissent au marché, c'est qu'ils sont très, très exposés. S'ils sous-réagissent au marché, c'est qu'ils sont sous-exposés, qu'ils ont peur. Là, on est quasiment au plus bas en termes de réaction sur les 20 dernières années. Donc, ça veut dire qu'il y a... C'est juste un indicateur. Je peux vous en donner d'autres. Mais donc il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient sous-investis et qui du coup rattrapent en début d'année. Ce matin, j'étais à une conférence d'une grande banque américaine. Ils avaient fait la même conférence en septembre. La stratégiste action avait dit qui est positif sur les actions début septembre. On était 3 à lever la main sur une salle où il y avait 200 personnes. Donc il y a clairement un niveau de pessimisme qui était extrême, qui était trop haut. Et donc, on est en train de normaliser ça. Et donc, effectivement, moi, je vois bien une espèce de torture chinoise où la bourse monte, la plupart des gens sont un petit peu en retard, sont obligés de racheter, et donc, on court après le marché, et ça continue à glisser vers le haut petit à petit. Céline Picmal-Prat, vous vouliez réagir également? Oui, je pense qu'on est en train de vivre un short squeeze. C'est comme ça qu'on appelle ça. Merci. Mais c'est exactement ça. Et on n'a pas beaucoup de volume. Je suis tout à fait d'accord sur les marchés. Donc effectivement, c'est vraiment un étranglement progressif, un supplice chinois, qui peut continuer effectivement. Puisque pour l'instant, il n'y a pas d'éléments contrariants, comme vous le disiez également tout à l'heure. Donc on peut continuer sur ce mouvement-là. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir les résultats des entreprises qui vont sortir. Donc on va quand même un petit peu plus réfléchir avec des chiffres concrets, plutôt que d'anticiper, de parler sans savoir où on en est. Mais effectivement, et ce qui est très intéressant surtout sur les marchés, notamment sur le marché européen, c'est qu'on partait d'un point, d'un niveau de valorisation qui était bas. Donc c'est ça aussi, c'est que on va avoir un marché américain qui est 2 fois plus cher que le marché européen, donc on n'a pas des bases de comparaison qui sont similaires. Donc effectivement, c'est un peu comme la hausse du marché chinois. Quand vous avez un marché qui est complètement délaissé, qui est au plus bas depuis 22 ans, la moindre bonne nouvelle, c'est l'étincelle et on fait plus 50%. Donc c'est un petit peu ça qui s'est passé en Chine et qui se passe en Europe également. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini non plus, parce qu'il y a des sociétés qui vont profiter, qui sont toujours pas chères malgré la hausse depuis le début de l'année. Et bien justement, alors pour finir, Céline Picmal-Prat, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous regardez un petit peu dans le contexte actuel de ce début d'année ? Alors, les sociétés qu'on privilégie, c'est les sociétés qui sont exposées effectivement d'un point de vue industriel à la révolution énergétique qu'on est en train de vivre. Donc des sociétés, par exemple, comme Schneider, qui est un titre qui a perdu 25% l'année dernière, qui me semble extrêmement bien positionné pour le long terme. Alors, moi, j'ai un axe d'investissement qui est 3-5 ans. Donc, je ne vous dis pas, la semaine prochaine, ça va monter, mais globalement, ils ont des perspectives de croissance qui sont intéressantes. On a toujours une valorisation qui me semble faible, donc ça me semble intéressant. Après, en dehors de ce thème industriel, énergie, métaux, ce qui est intéressant, c'est les pays émergents. Les pays émergents, si j'étais revenu sur ce plateau il y a 15 ans, on m'aurait dit il faut absolument avoir des pays émergents. C'est là qu'il y a de la croissance. En 2022, tout le monde a complètement viré cutille. Les émergents, il ne faut pas y toucher. La Chine, c'est vraiment c'est inflammable. Les marchés émergents nous offrent aujourd'hui des portes d'entrée très attractives, notamment la Chine, le Brésil, surtout pas l'Inde, à l'inverse, sur lequel on a un marché qui est très cher, avec un resserrement monétaire. Donc en Chine, on va avoir des sociétés qui se traitent. Une société qui fait des turbines dans l'éolien, on est à 12 fois les profits pour 30% de croissance. Ça arrive encore en Chine aujourd'hui, malgré la hausse du marché. Rapidement, Nicolas Forest, est-ce que vous regardez également dans le contexte actuel ? Alors, sur le point de vue obligataire, je rejoins l'émergent, parce que l'émergent est aussi intéressant sur le point de vue obligataire, notamment la dette en local, en devises émergentes.
Donc investir sur soit un fonds, soit un ETF, soit si vous avez la capacité des bons brésiliens en devise brésilienne, c'est très attractif. Si le dollar se stabilise, ça offre un vrai rendement, c'est intéressant. 2, le crédit investment grade. Aujourd'hui, avant on disait TINA, il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, il ne faut pas le laisser à 0%. Vous pouvez avoir du 3 ou du 4% avec de l'obligataire de bonne qualité en Europe. On ne l'a pas vu depuis 10 ans, donc allez-y. Donc ça, c'est la certainement deuxième investissement. Et puis, il y a toujours de la diversification à travers les actions. Mais je crois que vraiment, c'est les 2 axes majeurs, le crédit investment grade de bonne qualité en Europe et les devises émergentes. Et on va finir avec vous, Stéphane Déo, rapidement. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Qu'est-ce qui vous interpelle? Ce que vient de nous dire Nicolas Forest. Il m'a volé toutes mes idées. Non, on aime bien le crédit et c'est un peu l'idée qu'on vient de donner. C'est-à-dire qu'on a un resserrement qui devrait continuer. Juste une anecdote, on a commencé à 4% sur le crédit investment grade l'année. C'est la première fois depuis 11 ans qu'on connaît ça. Donc on commence à être payé décemment. Nous, on a un taux de défaut qui monte en fin d'année sur le high yield, mais qui reste juste au-dessus de la moyenne de long terme. Donc on est très très loin du bain de sang que certains prévoient. Donc oui, le crédit, et en particulier le crédit IG, qui s'est moins resserré proportionnellement que le high yield, nous semble un bon véhicule. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Déo, responsable de la stratégie de marché chez Ostrum. Merci Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Autumn Investment. Et merci Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income chez Candriam. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite.